Émission sur Pyramide FM Agenda Vert que vous écoutez à cette heure. Nos invités avec nous, je vous le disais tout à l'heure, Monsieur Assem Ekoué, il est le chargé programme Justice climatique énergie. Aux Amis de la Terre, Monsieur Ekoué, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur. Bienvenue à vous. Merci. Également avec nous le directeur exécutif, Monsieur Amegan Djekoku, bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je saisis l'occasion pour saluer les auditrices et puis les auditeurs. Merci d'être dans nos murs cet après-midi pour nous parler de la question de la transition énergétique juste. Je reste avec vous, monsieur Amegadje, pour peut-être en quelques secondes nous parler des Amis de la Terre avec vos différents axes stratégiques et ensuite nous dire ce que c'est que cette thématique-là, la transition énergétique juste. Oui, disons que l'ONG Les Amis de la Terre Togo est une organisation non gouvernementale qui a été créée le 20 juin 1990, donc ça fait 33 ans que nous existons et qui a pour domaine de prédilection le travail sur la protection de l'environnement dans la perspective du développement durable. Nous travaillons sur les questions liées à la protection de l'environnement, mais spécialement la promotion de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre les produits chimiques toxiques, comment est-ce qu'on peut approvisionner les populations en eau potable et à moindre coût. Nous travaillons sur toutes ces questions-là et aujourd'hui je crois que nous sommes sur une question d'actualité, la question du changement climatique et comme le disait tout à l'heure le chanteur, l'artiste musicien, le monde est chaud. C'est vrai, le monde est chaud. Et là, il faut faire quelque chose. Justement, nous savons que la fourniture de l'énergie constitue une source considérable du réchauffement climatique. On ne peut pas s'en passer non plus. Maintenant, il faut essayer de passer d'une énergie à l'autre. Justement, le thème qu'on retient aujourd'hui, la transition énergétique juste. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Monsieur Amegan, dites-nous, qu'entend-on d'abord par transition énergétique juste? Oui, la transition énergétique juste, je crois que c'est un gros mot qu'il convient aujourd'hui de démocratiser. Il faut que le commun du mortel puisse appréhender ce que c'est que la transition énergétique juste. Comme vous l'avez si bien dit, il s'agit de passer d'une énergie, une forme d'énergie, en l'espèce les énergies sales, les énergies combustibles fossiles, à une énergie moins polluante ou bien pas du tout polluante, à savoir les énergies renouvelables. Et donc, il s'agit d'un mouvement, quand on dit transition, donc il s'agit d'un mouvement qui part d'un point A vers un point B, ici, passer de ce qui est sale vers ce qui est propre. C'est ça, ce qui est sale vers ce qui est propre. Alors, monsieur Ekoué, on sait bien sûr qu'il y a aujourd'hui différentes formes d'énergie que nous utilisons et qui sont polluantes. En quoi est-ce que ces énergies sont polluantes? Tout à l'heure, M. Amegandji l'a mentionné. Merci, M. Kiki. Ces énergies sont polluantes de telle sorte que leur extraction ou bien leur combustion dégagent ou bien émettent des émissions de gaz à effet de serre. Et ces émissions de gaz à effet de serre se concentrent dans l'atmosphère et augmentent la température au niveau de l'atmosphère, ce qui exacerbe le réchauffement climatique. Donc c'est l'émission de ces gaz à effet de serre qui donne ce caractère d'énergie polluante à ces combustibles fossiles, à savoir le pétrole, la houille ou bien le charbon et puis le gaz naturel. Mais ce sont ces énergies qui nous permettent de rouler nos moteurs, de faire tourner les usines et tout cela. Est-ce que vous voulez dire qu'il va falloir qu'on arrête à un moment donné de s'en servir? Oui, merci. Comme l'a dit tout à l'heure le directeur, nous parlons de la transition et il ne s'agit pas tout de suite de les arrêter. Il s'agit de faire un mouvement, un transit en les abandonnant progressivement
et aller vers d'autres sources d'énergie qui ne sont pas polluantes, c'est-à-dire les énergies renouvelables, à savoir l'énergie éolienne et les énergies à base des plaques solaires, des plaques photovoltaïques. Donc, on ne peut pas dire qu'on s'arrête tout de suite parce que ça créerait beaucoup de problèmes puisque nous dépendons actuellement de ces énergies fossiles pour faire fonctionner bon nombre de choses, mais nous appelons à ce qu'on les abandonne progressivement, mais rapidement pour aller vers ces nouvelles sources d'énergie qui ne sont pas polluantes. Ne pas polluantes. Alors, M. Amigande, dites-nous, comment peut se faire cette transition? Comment est-ce que ça peut se faire concrètement? C'est parce qu'aujourd'hui, avec certains pays, par exemple, chez nous, on sait que la technologie n'est pas assez avancée. On est toujours avec le gasoil, avec le pétrole, avec toutes ces formes d'énergie-là. Comment ça peut se faire, même jusque chez nous ici? Cela peut se faire progressivement, comme il l'a dit. C'est vrai, c'est pour cela justement que le Togo s'est engagé dans un mix énergétique. Le mix énergétique, ça voudrait dire que nous allons utiliser à la fois les énergies sales, celles qui sont pratiquées aujourd'hui, et aller progressivement vers le renouvelable, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Il a mentionné certaines. Il y a l'énergie à partir du soleil, donc l'énergie solaire, avec les plaques photovoltaïques. Il y a les énergies éoliennes à partir du vent. On peut avoir également l'énergie à partir de la mer, des océans, et donc qu'on va tirer pour mettre à la disposition des populations. Il y a l'énergie thermique également qu'on peut extraire à partir du sous-sol et alimenter les habitations, les maisons. Donc il y a plusieurs types d'énergie. Le biogaz aujourd'hui qui est tiré à partir de la biomasse, le bois, le charbon de bois par exemple, c'est de la biomasse. Et donc il y a plusieurs formes d'énergie vers lesquelles on peut aller aujourd'hui. Mais comment est-ce que ça va se faire? Cela demande la mise en place d'une politique, en matière d'énergie. Cette politique-là, qui va impliquer beaucoup d'acteurs, des institutions. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2018, le Togo a mis en place une agence, l'agence togolaise pour les énergies renouvelables, AT2R. Et donc, avec cette agence-là, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font pour que nous puissions aller à cette énergie. Cela va pouvoir impliquer à la fois les pouvoirs publics, les politiques, le gouvernement, mais également les organisations de la société civile, y compris les nôtres, les Amis de la Terre Togo. Y compris également les médias, parce que vous jouez un rôle très important dans l'avènement de ces énergies-là. Je vous salue parce que l'effort que vous faites, il est assez considérable, énorme. Et on doit pouvoir associer également les populations locales, parce que c'est un sujet qui les concerne au plus près. On doit pouvoir les impliquer, les associer. Et quand je dis les populations, c'est aussi et surtout les femmes, puisqu'on sait qu'en matière d'énergie, les femmes jouent un rôle, ou alors devraient jouer un rôle important et prépondérant. La question des jeunes aussi doit être prise en compte, parce que on ne peut pas, aujourd'hui nous savons que les populations de nos pays sont extrêmement jeunes. Si je prends la population togolaise, elle est suffisamment jeune. Donc, on doit pouvoir prendre encore tous ces pans de la population. Et donc, voilà, c'est un travail qui doit se faire, non seulement au niveau international, avec la communauté internationale, à partir de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et impliquer aussi les bailleurs de fonds au plan international, mais également au plan local, où tout le monde doit être associés, pris en compte. Donc, pour me résumer, je dis que pour aller vers les énergies renouvelables, c'est tout un dispositif qu'il faut mettre en place, les politiques qui doivent être en place, les institutions, les acteurs qui doivent être mobilisés en ne mettant personne sur le carreau. Donc, voilà un peu tout cet ensemble-là, tout ce creuset dont il faut prendre en compte pour pouvoir y aller.
Alors, je reviens à vous, monsieur Ekoué. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour que ce que vient de dire monsieur Américain aujourd'hui soit atteint? Parce qu'il faut mettre plusieurs acteurs ensemble. Est-ce que vraiment les conditions sont réunies aujourd'hui pour que vraiment les conventions que le Togo a signées, par exemple, et cette agence, par exemple, que le Togo a mis en place, voilà, tous les acteurs se retrouvent là-dedans? Est-ce que les conditions le favorisent? Oui, bien sûr. Je pense que au niveau, sur le plan national, les choses se matérialisent, se mettent en place. Les conditions aussi se mettent en place. Quand on voit déjà que l'État a mis en place cette agence-là, la T2R, l'agence togolaise pour l'électrification rurale et les énergies renouvelables, c'est déjà un grand pas. Et le fait aussi qu'il y ait cette politique de mise énergétique, c'est que on a à l'idée de quitter ou bien d'utiliser moins les énergies fossiles et tendre vers les énergies renouvelables. Donc, ce sont des efforts à saluer. Et quand on voit sur le terrain ce qui se passe par la construction des centrales, des centrales solaires, j'en tiens pour preuve la centrale solaire de Buita et bientôt une qui sera développée dans les savanes et d'autres projets qui sont exécutés par l'AD2R. Je pense que on peut garder espoir, on peut dire que les choses sont en train de se mettre en place, les conditions sont en train d'être réunies pour que au Togo, petit à petit, on aille vers cette transition énergétique juste. Mais ce qu'il faut relever, c'est par rapport au niveau de ces centrales, nous constatons que c'est des grands espaces qui sont pris pour pouvoir les installer. Or, les paysans ont aussi besoin de ces espaces-là pour cultiver. Et nous nous exhortons à ce que ce soit des centrales minimes, aussi petites que possible, pour pouvoir permettre à d'autres, aux communautés aussi de disposer des terres pour pouvoir cultiver. Donc en bref, je pense que les conditions sont en train d'être réunies, d'être mises en place pour que le Togo puisse emprunter cette voie-là pour que la transition énergétique soit vraiment effective au plan national. Alors, ce qui veut dire qu'au même moment où il faut passer aux énergies propres, il faut également penser à éviter l'accaparement des terres. Exactement, parce que l'installation de ces centrales, à l'heure actuelle, la façon dont ça se fait, c'est, bon, je dirais que ça prend de grands espaces. Bien je ne vais sûr. pas encore parler Ce sont des champs solaires carrément. Exactement, je ne vais pas parler d'accaparement parce que on a eu à discuter avec l'AT2R, l'Agence togolaise pour les énergies pour l'électrification rurale et les énergies renouvelables, qui nous ont dit quand même que lorsque ces terres sont prises pour l'installation de ces centrales-là, les droits des communautés sont pris en compte, les gens sont dédommagés, pour dire que bon, ce ne sont pas des terres qui ont été juste arrachées aux communautés, mais ça s'est fait sur une base, sur une entente avant de pouvoir exécuter ces projets. Mais toujours est-il que l'État doit songer à utiliser même s'il faut prendre des espaces des communautés, il faut prendre des petits espaces pour pouvoir installer ces plateformes solaires. Est-ce que le besoin énergétique sera comblé si les centrales doivent être réduites? Oui, bon, ça sera comblé. Même si c'est réduit, il faut les faire à une échelle. C'est-à-dire faire de petites centrales, mais les répéter à divers endroits, dans les communautés surtout qui ont besoin de l'électricité, de l'énergie. Donc en les multipliant, en les portant à l'échelle, je pense que ça comblera les besoins énergétiques des communautés à la base qui ont le plus besoin de l'énergie, de l'électricité pour pouvoir satisfaire à bon nombre de besoins. Des petites centrales
multipliés dans plusieurs communautés pour répondre à ces besoins. Oui, justement, je crois qu'il a pointé du doigt un sujet central. À mon avis, c'est la question de la prise en compte des droits des populations locales. Je crois que c'est pour ça que lorsqu'on parle de transition énergétique, il est question d'ajouter le mot juste. Parce que le caractère juste de la chose voudrait qu'on puisse vraiment respecter les droits des communautés pour que véritablement ce que l'on voudrait atteindre comme objectif ne soit pas un tout petit peu dévoyé, que ça ne soit pas dévoyé. Il faut qu'au centre des intérêts se trouve l'homme, la protection de l'homme et aussi la protection de l'environnement. Et donc c'est seulement de cette manière qu'on peut véritablement parler de transition énergétique juste, c'est-à-dire qui met au cœur de l'action la protection de l'homme, la défense de ses intérêts. Et donc je crois que c'est dans cette dimension-là que nous soutenons fortement la question de la transition énergétique juste dans notre pays. Que fait les Amis de la Terre dans ce sens? Alors, nous organisons plusieurs sessions de formation pour essayer d'éveiller la conscience des populations sur la nécessité d'avoir une transition énergétique juste. D'abord, on leur explique ce que c'est que les combustibles fossiles. On leur montre les avantages des énergies renouvelables et comment est-ce qu'elles peuvent s'impliquer à l'avènement de cette transition énergétique juste-là. On a fait ce travail-là les années passées avec l'organisation des forats régionaux sur la transition énergétique juste. Nous continuons de le faire et nous avons également un projet actuellement qui concerne cette thématique-là et où nous formons à répétition les gens pour les sensibiliser sur les inconvénients liés aux combustibles fossiles. Quelles sont les conséquences? Comment est-ce qu'on peut se sortir de cette situation? Comment est-ce que ces populations peuvent s'engager et contribuer? Parce que comme je le disais tout à l'heure, les décisions sont prises au niveau global, mais il faut que la mise en œuvre se fasse au niveau local. Et donc les populations à ce niveau-là ont également leur rôle à jouer. Et je suis tout à fait content que à travers notre projet, nous associons également les maires, les adjoints aux maires, pour voir comment est-ce qu'elles peuvent intégrer la question climatique dans les plans de développement communaux. Ça, c'est très intéressant. On a fait une série de formations là-dessus et je crois que ça a donné véritablement de l'engouement aux maires sur ce qu'elles peuvent faire, ces mairies-là, pour essayer de mettre en œuvre les politiques qui soient clémentes, favorables, sensibles au climat. En termes de transition énergétique juste, il y a la question des financements qu'il ne faut pas passer sous silence. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer à ce que les populations, parce que vous avez dit qu'il faut planifier à l'échelle globale, mais mettre en œuvre à l'échelle locale. Alors, les populations, nos populations, est-ce qu'elles ont les moyens qu'il faut pour pouvoir utiliser ces énergies propres au fur et à mesure que la transition énergétique se fera? Je dirais que les populations, est-ce qu'elles ont les moyens pour pouvoir utiliser ces énergies renouvelables? Moi, ce que je pense, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'énergie, c'est un droit de l'homme. Alors, à mon avis, je pense que l'État doit mettre à la disposition de ces communes-là, de ces populations plutôt, ces énergies renouvelables installées au niveau communautaire. Si je prends le cas de Donomandé, de Andokome, où il y a des plateformes multifonctionnelles qui sont installées, et ces plateformes permettent à ces communautés de faire tourner le moulin, par exemple, d'avoir l'éclairage et aussi de charger leur téléphone portable. Donc, c'est ce à quoi nous exhortons les dirigeants à faire, puisque
les populations dans ces zones, comme vous le dites, n'ont pas forcément ces moyens de s'approprier elles-mêmes les équipements pour pouvoir disposer de l'énergie renouvelable. Mais je pense que l'État doit pouvoir venir en aide à ces communautés en multipliant ces plateformes multifonctionnelles dans les communautés pour qu'elles puissent disposer de l'énergie. Et ça s'est fait dans les villages dont je viens de parler, et il semblerait que ce ne sont pas les deux seulement, ces deux communautés-là seulement. C'est fait dans plusieurs communautés. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager en attendant que les populations ou bien les communautés aient peut-être les moyens pour pouvoir s'approprier elles-mêmes ces équipements, ces technologies qui donnent accès aux énergies renouvelables. Oui, monsieur. Ouais. Sur cette question, disons que ce n'est pas évident que les populations puissent avoir véritablement tous les moyens financiers pour s'approprier cela, mais je pense que c'est déjà une bonne option que l'État puisse venir en aide à ces populations en subventionnant les équipements. Vous savez, les plaques solaires, ça coûte cher, mais si l'État peut déjà commencer par subventionner ces équipements solaires-là, ce serait déjà un avantage considérable. Mais si on arrive à expliquer aux populations le fin fond des choses, je crois qu'elles vont mettre les moyens nécessaires pour pouvoir s'acheter ça. Par exemple, les plaques solaires, aujourd'hui, c'est véritablement quelque chose qui est à la vogue, mais au-delà d'être à la vogue, ce n'est pas seulement un effet de mode, c'est quelque chose de concret qui doit pouvoir être intégré dans nos activités quotidiennes, parce que le carburant à base d'énergie sale, d'énergie fossile, nous allons l'abandonner. Quoi qu'il arrive, ça va se faire, mais il faut sensibiliser les gens pour que ces populations-là puissent comprendre vraiment le bien fondé de la chose, de la démarche, pour qu'on puisse aller de l'avant. Sinon, elle va se dire toujours que c'est cher, tout ça là. Mais je dois également rappeler que l'énergie hydraulique, qui est à base de l'eau, c'est également de l'énergie renouvelable. C'est à base de l'énergie renouvelable. Sur ce sujet, justement, ce que nous demandons, nous préconisons, nous suggérons, c'est que l'on puisse continuer dans cette dynamique-là, mais ne pas faire de très grands barrages qui puissent avoir des incidences négatives, non seulement sur l'environnement, parce que ça va dégrader les parcelles, mais également se déteindre sur les populations qui vont être obligées de partir de leur lieu d'habitation. Donc, de petits barrages, oui, parce que ça peut contribuer à avoir de l'énergie disponible à faible coût, mais de façon efficace. Parce que ce que l'on reproche aussi un peu à l'énergie solaire, c'est que lorsque l'atmosphère, la nature n'est pas très ensoleillée, il n'y a pas suffisamment d'énergie. Et donc, avec l'eau, je crois que pour l'instant, c'est de l'énergie efficace quand même. Voilà. Qu'on peut utiliser. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette première partie de notre émission. Alors, monsieur Ekou, avez-vous quelques recommandations à l'endroit des autorités, peut-être en rapport avec cette transition énergétique juste que nous prônons tous? La recommandation à l'endroit de l'État, ce que je peux formuler, c'est que il y ait plus de ces centrales-là, mais en miniature, comme je l'ai dit tantôt, ne pas occuper de grands espaces. On en a à Blita bientôt dans les savanes. Il faut aller, vu l'urgence climatique, je pense qu'il faut aller rapidement. Il faut aller, bien sûr on dit que c'est un mouvement, mais il faut accélérer. Donc la recommandation, c'est d'installer ces centrales-là dans toutes les régions, mais pas à grande échelle comme ce qui s'est fait à Blita. C'est aussi de multiplier les plateformes multifonctionnelles
qui sont déjà dans bon nombre de communautés. Mais si l'État peut faire davantage d'efforts pour que toutes les communautés, d'ailleurs, l'État fait ces efforts-là, c'est à saluer. Donc, s'il peut continuer afin que toutes les communautés, les coins les plus reculés où la nécessité d'accès à l'énergie se fait beaucoup plus ressentie, pour que ces communautés-là aient accès à l'énergie, ce serait vraiment une très bonne chose. Et aussi encourager les entreprises à songer à peut-être d'abord commencer par le mix énergétique, comme l'a fait tout récemment un hôtel dont je vais taire le nom ici, parce que cet hôtel s'est rendu compte que la facture qu'il paie est exorbitante et a songé à aller vers les énergies renouvelables. Ils ont installé des plaques solaires sur leur toit, ce qui permettrait non seulement de réduire la facture d'électricité et de l'énergie fossile, mais cela contribue également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque les énergies solaires, ou bien l'énergie solaire, comme on l'a dit au début, n'est pas polluante. Donc, c'est ces recommandations-là que j'aimerais formuler à l'endroit de l'État: multiplier les centrales solaires, les plateformes multifonctionnelles, et encourager les sociétés qui sont énergivores à songer à aller vers l'utilisation des plaques photovoltaïques. Tout à fait. Même ce mix énergétique, les ménages peuvent penser à comment est-ce qu'on peut utiliser une énergie hybride, permettre à ce qu'on puisse avoir réduit les coûts de l'électricité. Monsieur Amégadje, ce que je voudrais suggérer, c'est que l'État puisse maintenir cet espace de discussion que nous avons, les organisations de la société civile, avec les autorités en charge des énergies, pour qu'on puisse continuer les réflexions. Nous avons beaucoup de choses à dire, à communiquer avec le gouvernement, en essayant de prendre en compte quand même les desiderata des populations. Il faut que ce soit au cœur des décisions qui sont prises. La question des droits de l'homme. C'est que nous sommes en train de passer des énergies sales vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, ce qui est promu, c'est surtout les véhicules avec des batteries électriques. Ça veut dire qu'on va utiliser une autre forme d'énergie. Il faut exploiter les ressources minières, le lithium par exemple. Aujourd'hui, le Togo s'est engagé depuis avril dans l'exploitation de manganèse. Donc, une ressource minière de transition. Mais comment est-ce que cela va se faire? Est-ce que les populations, leurs droits seront pris en compte? Donc, ce sont des éléments forts dont il faut tenir compte pour que les choses aillent dans une situation véritablement meilleure. On ne voudrait pas que les choses aillent à une situation de volo, mais que les choses se passent dans les règles de l'art. Et donc, nous sommes tout à fait disposés à accompagner l'État dans cette dynamique-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui rentre dans la promotion de l'économie togolaise, quelque chose que nous appelons de tous nos voeux. Nous saluons sincèrement vos efforts, et les recherches que vous faites, et toutes les démarches que vous menez pour faire en sorte que sur plusieurs volets, en rapport avec l'environnement, en rapport avec le développement durable, les communautés les droits des communautés se sentent respectés, et que en même temps, l'État également voit sa responsabilité, et que dans tout l'ensemble, le système puisse être bien huilé. Merci à vous, messieurs, d'être passés sur Pyramide FM. Monsieur Assem Ekoué, vous êtes chargé programme justice climatique et énergie aux Amis de la Terre, et monsieur Amégadje Korkou, le directeur exécutif des Amis de la Terre ADT. Merci encore d'être venu sur Pyramide FM. On espère vous retrouver très prochainement encore sur d'autres thématiques. Le monde a un gros ennemi, ce n'est pas la bombe atomique, ce n'est pas la bombe hydrogène H, ce n'est pas la F-16, ni l'épée Maga.